Bienvenue sur le podcast de TheCuriosity.fr. Ici, on aborde plusieurs sujets très simplement et pour tous, à travers des dialogues, des interviews ou bien à une seule personne. Et ça, que ce soit en rapport avec l'actualité ou non, pour qu'un maximum d'entre vous puissent comprendre facilement le passé, le présent et le futur de notre monde. Je vous souhaite un bon épisode, très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau format que nous vous proposons aujourd'hui sur The Curiosity. Je suis en compagnie d'Evan. Bonjour, bienvenue. Alors avant tout, je pense qu'il serait plus judicieux de vous expliquer comment vont fonctionner nos podcasts. Alors, comme vous le savez, sur Curiosity, nous vous proposons des thématiques diverses et variées, donc vous allez pouvoir les retrouver à travers de nos podcasts également. Bien sûr, le format sera différent sous forme de dialogue, d'échange, toujours sous les thématiques que nous vous proposons habituellement sur The Curiosity. Alors pour chaque podcast, nous avons décidé de partir sur la même base. Je vais poser des questions à mon interlocuteur et qui, quant à lui, va tenter de vous éclairer. Et donc aujourd'hui, pour notre premier sujet, nous avons décidé de vous parler des élections américaines et de tout ce qui va en découler. On peut commencer. Dis-moi Evan, peux-tu nous expliquer comment fonctionnent les élections américaines? Parce que, à ce que j'ai pu comprendre, elles sont complètement différentes des nôtres. Alors bonjour à tous, oui en effet, le fonctionnement des élections américaines est totalement différent de la France. Je m'explique, c'est surtout sur l'aspect du vote que cela diffère énormément. C'est-à-dire que contrairement à la France, on n'est pas sur un suffrage qui est direct, mais sur un suffrage qui est indirect. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est-à-dire que le peuple américain ne va pas voter directement pour le représentant de leur pays, mais pour des représentants qui éliront eux-mêmes le président américain. Alors globalement, le peuple américain vote pour deux partis, à savoir le parti républicain considéré comme conservateur et le parti démocrate considéré comme plus progressiste. Évidemment, bien que ces deux camps soient les plus représentés lors des élections, il existe aussi d'autres partis, comme les indépendants ou bien le parti vert par exemple. Si cela peut déjà sembler bien plus complexe qu'en France, il faut ajouter à cela le collège électoral, à savoir le système américain par excellence qui fonctionne avec ses différents États. Pour expliquer ça plus globalement, il y a en tout 538 grands électeurs dans le pays. Ces grands électeurs sont répartis selon les États et la population de ces mêmes États. Donc par exemple, des grands États comme la Californie et le Texas auront respectivement 55 et 38 grands électeurs, tandis que d'autres plus petits États comme le Nevada par exemple n'auront que 6 représentants. À l'échelle de ces États, ce sera la majorité qui l'emporte. Donc par exemple au Texas qui a donc 38 voix, à partir du moment où toute la population texane aura voté et sera par exemple arrivé à un résultat de 30 grands électeurs républicains, on peut dès lors considérer que les 8 autres grands électeurs, qui sont alors démocrates ou d'un autre parti, passeront également du côté républicain. À l'échelle du pays, comme il y a en tout aux États-Unis 538 grands électeurs, il suffit d'en avoir au moins la moitié, donc à savoir 270, pour gagner l'élection. Alors voilà, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre un petit peu tout ce qu'il y a derrière le système électoral américain. Alors oui, en effet, ça n'a absolument rien à voir avec les élections françaises, comme je le disais au-dessus. Alors comme vous le savez déjà certainement, ces élections opposaient le président actuel Donald Trump au candidat démocrate Joe Biden. Alors on ne présentera plus Donald Trump, mais pour ce qui est de Joe Biden, c'est un petit peu plus compliqué. Dis-moi Evan, pourrais-tu nous dire qui est vraiment Joe Biden? Alors Joe Biden, le candidat démocrate à cette présidentielle, est donc le président élu selon les médias et les responsables des élections, a un très lourd passé politique derrière lui. S'il a en effet été élu aux primaires démocrates de cette année, lui offrant ainsi cette place de candidat pour cette élection, en réalité il a déjà été à une très haute fonction politique du pays, puisqu'en effet c'était déjà le vice-président sous Obama, à savoir le 44e président américain qui était donc du côté démocrate. Alors encore une fois, tout oppose ces deux candidats, mais c'est également le cas, bien entendu, sur le programme politique. Pourrais-tu nous éclairer un petit peu plus sur le sujet, s'il te plaît? Alors en effet, les programmes politiques de Trump et Biden étaient totalement opposés. Si la présidence de Trump, déjà en place depuis 4 ans, a plutôt des idées conservatrices, Biden se voit plus progressiste sur certains points, à savoir notamment l'égalité, le climat et une certaine diplomatie. Pour résumer un petit peu tout ça, Biden souhaiterait réellement une Amérique plus égalitaire, notamment en accordant des prêts aux familles, à savoir 200 dollars supplémentaires accordés à certaines personnes pour les paiements de la sécurité sociale, ou alors par exemple des prêts étudiants allant jusqu'à 10 000 dollars pour leurs études, et une certaine augmentation du salaire minimum dans le pays. En plus de ça, au niveau du climat, le candidat démocrate s'oppose totalement au président Donald Trump. Il souhaite notamment mettre en place un plan d'urgence pour le climat. It requires for us to move in a direction to fundamentally change the way in which we deal
with the environment. qui passe par exemple par un investissement de 2 milliards de dollars dans les énergies vertes, ainsi que par exemple le fait que les États-Unis rentreront à nouveau dans l'accord de Paris sur le climat, que la présidence de Trump a tout simplement annulé. Et justement, ça nous fait rebondir un petit peu sur le point de la diplomatie. Biden souhaite réellement renouer avec le monde, que ce soit au travers de certains accords comme ceux de Paris qu'on a vus précédemment, mais d'une manière plus générale avec tous ses partenaires commerciaux et militaires, que Trump avait tendance à négliger avec sa politique de America First. Un autre point concernant la diplomatie et l'économie en général, c'est le fait que Joe Biden soutienne ouvertement le traité de libre-échange nord-américain. Encore une fois, quelque chose qui l'oppose directement à son opposant républicain. Maintenant, je pense que c'est aussi important de parler du plan de relance économique. Les États-Unis connaissant, comme l'Europe d'ailleurs, d'une crise due au coronavirus. Cette crise s'étant étendue bien évidemment au niveau économique mais aussi social, Biden souhaite à travers son plan Build Back Better relancer l'économie et la société américaine. Today, I'm here in Wilmington to talk about a second plank. How we can create millions of high-paying union jobs by building a modern infrastructure and a clean energy future. Notamment à travers 400 milliards de dollars déployés pour acheter des produits américains, et un engagement plus large dans une politique du Buy American. Enfin voilà, encore une fois, j'espère que vous aurez compris, à savoir que notamment ce plan devrait rentrer en vigueur, sachant que Biden est le président élu. Les États-Unis partant donc pour les 4 prochaines années sur une politique qui serait plus progressiste. Enfin du moins bien plus qu'avec les 4 dernières années sous Trump. Alors, autre différence avec nos élections françaises à nous, à ce que j'ai pu comprendre, Joe Biden ne prendrait que réellement ses fonctions le 20 janvier prochain. Pourrais-tu nous dire ce qui va se passer jusqu'ici et surtout pourquoi ne prend-il que réellement ses fonctions à cette date-là? Alors bien évidemment, comme vous avez pu le voir, Biden ne prendra que ses fonctions le 20 janvier 2021. Pourquoi une période aussi longue de plus de 2 mois et demi? Cela est en partie dû à un long processus administratif, qu'on peut d'ailleurs diviser en 3 parties que je vais vous énoncer. Premièrement, du 10 novembre au 8 décembre, il y a donc le décompte officiel des bulletins, chaque État devant faire une certification officielle des résultats de son territoire. Alors comme on peut le voir, cette période n'a commencé que depuis quelques jours, mais celle-ci peut s'étendre jusqu'au 8 décembre, bien qu'en réalité la plupart des États finissent cette procédure dans les 2 premières semaines. Mais certains se réservent tout de même le droit d'aller jusqu'au 8 décembre, comme la Californie par exemple. Par la suite, il faut savoir que le 14 décembre, il y a le réel vote de la présidence. Alors on en avait parlé précédemment, c'est le peuple américain qui vote pour les grands électeurs, mais ces grands électeurs doivent par la suite voter pour leur président. Mais bien évidemment, dans la plupart des cas, ce choix reste plutôt logique. C'est-à-dire que logiquement, un grand électeur démocrate votera pour le président démocrate, et inversement. Alors si ce vote se produit à la mi-décembre, le 3 janvier, il y a l'instauration du nouveau Congrès, à savoir le Parlement des États-Unis, constitué de représentants démocrates et républicains. Celui-ci doit donc prêter serment et annoncer pour de bon les résultats de la présidence américaine. Et ainsi, le 20 janvier, comme tu as pu déjà le dire, c'est l'Inauguration Day. C'est seulement à ce moment où Joe Biden sera censé prendre ses fonctions et prêter serment lui aussi à Washington, dans la capitale du pays. C'est une fois et seulement ce moment passé qu'il sera réellement président. Alors on vient d'aborder les points principaux en temps normal, maintenant cette élection est un petit peu particulière puisque c'est en partie dans cette période que Trump va faire ses procédures administratives. Comme vous avez sûrement pu le voir avec la contestation du résultat, le président américain Donald Trump affirmant qu'il y a eu des fraudes. President Donald Trump continues to strongly dispute the election results, fighting back on several fronts and declaring in a tweet today, "I won the election." Et c'est donc dans cette période que vont se faire toutes ces procédures administratives. Alors justement, pour rebondir là-dessus, pourrais-tu nous dire ce que Donald Trump compte faire pour contester ces élections? Alors il faut savoir qu'il y a réellement 2 types de personnes qui contestent l'élection, et ça avec différents arguments. Ces 2 profils, ce sont tout simplement certains électeurs républicains et Trump en lui-même. On va d'abord se concentrer sur les électeurs pour pouvoir par la suite rebondir sur Trump. En effet, certains électeurs républicains pensent qu'il y a eu une théorie du complot derrière tout ça, ou même parfois en affirmant que la Chine a eu une part de responsabilité dans ces élections, et aurait fait en sorte que Joe Biden passe au pouvoir. Ces théories du complot sont aussi plus ou moins liées au mouvement QAnon, qui prend énormément d'ampleur dans le pays et dans le monde. On en reparlera d'ailleurs dans un article que vous pourrez retrouver sur thecuriosity.fr.
Un autre point critiqué par ses électeurs est le système du vote par correspondance, puisqu'en effet certains affirmeraient que cela est un avantage pour les démocrates. Alors bien évidemment, que ce soit les théories du complot ou le système du vote par correspondance, aucun de ces deux aspects n'a été prouvé. Le système par correspondance simplifiant tout simplement l'élection, en rendant notamment le vote plus accessible pour tous, en évitant notamment les plusieurs heures d'attente lorsque l'on votait en présentiel. Et quant aux théories du complot, comme leur nom l'indique, ce sont bien évidemment des théories, et aucun de ces faits n'est prouvé. Maintenant, par rapport au président Donald Trump, celui-ci s'oppose principalement aux résultats des élections, et notamment à certains votes qu'il considère comme frauduleux, étant selon lui illégalement acceptés par les médias, et cela dans différents États comme notamment le Michigan, la Géorgie ou encore la Pennsylvanie, à savoir des swing states, c'est-à-dire des États qui d'une élection à l'autre passent du côté démocrate à républicain, et qui sont cette année passés du côté de Joe Biden, donc démocrate. Alors évidemment, aucun de ces faits n'a été prouvé actuellement, les responsables de la sécurité des élections affirmant que cela est totalement faux, et que les accusations faites par Trump sont tout simplement infondées. Pourtant, on risque encore d'en entendre parler jusqu'au 20 janvier, notamment avec toutes ces procédures administratives engagées par Trump que l'on avait citées précédemment. Alors, merci pour ces réponses. J'aurais également une dernière question. Qu'est-ce qui a réellement joué en la défaveur de Donald Trump pour ces élections? Alors en effet, d'après les autorités responsables des élections, Trump aurait perdu, laissant donc place à son opposant démocrate Joe Biden. Mais c'est vrai que cette question est très intéressante, pourquoi Trump a-t-il perdu ces élections? Et en général, il y a plusieurs aspects qui pourraient y répondre. Le média du Time nous affirmant notamment que cette présidence a été marquée par plusieurs controverses, des scandales et une certaine division de la population, et notamment une division raciale qui a été très marquée lors de cette dernière année. En plus de ça, il faut dire que la pandémie du coronavirus n'a rien arrangé, puisqu'elle a laissé place à une crise sociale et économique jamais vue auparavant dans le pays, tout ça sous la présidence de Trump. La population américaine ayant très certainement eu besoin d'un autre président, avec un plan différent et une autre réponse à tous ces problèmes, que ce soit au niveau de la crise et de la gestion de la pandémie, ou bien avec cet aspect social avec cette division raciale présente aux États-Unis. C'est sûrement ces différents points qui ont causé la défaite de Donald Trump, notamment avec une perte très conséquente d'électeurs comparée à 2016, lorsque celui-ci s'opposait à la démocrate Hillary Clinton, notamment avec le retrait d'après le Time de certaines femmes, notamment blanches, de certains électeurs maintenant diplômés et d'anciens républicains désormais indépendants. Alors voilà, j'espère que vous aurez compris cet ensemble non exhaustif des points qui auraient pu mener Donald Trump à sa défaite, et que vous comprenez un petit peu la situation actuelle aux États-Unis. Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions et explications sur ces élections américaines qui semblaient encore une fois très mouvementées cette année. Bah merci, c'était avec plaisir, j'espère que cela a été assez clair pour vous tous qui nous écoutez, et que vous avez un petit peu mieux compris tous les enjeux qu'il y a derrière ces élections. Pour conclure et vous rappeler tous les points principaux que nous avons évoqués au cours de ce podcast, on pourrait entre autres reprendre les points suivants qui sont un fonctionnement électoral complètement différent de la France, un président élu avec un programme progressiste, une longue période avant sa prise de fonction pendant laquelle Donald Trump en profitera pour mettre en place ses procédures administratives et juridiques. Et plus globalement, une Amérique divisée qui a probablement mené à la défaite du président actuel, Donald Trump. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur The Curiosity pour un nouveau podcast.